Michel Fize, bonjour. Bonjour. Alors vous sortez donc le 20 octobre dernier Radicalisation de la jeunesse, la montée des extrêmes aux éditions Erol. Alors déjà, première question, qu'appelez-vous une génération sacrifiée? Une génération sacrifiée est une génération qui peine à trouver sa place, qui peine à s'insérer, en clair, qui peine à trouver un travail, à sortir de la précarité, à mener une vie, j'allais dire, normale, avec des revenus qui permettent d'affronter, évidemment, une vie qui est tout de même de plus en plus difficile aujourd'hui, dans un contexte économique très compliqué, qui est massivement atteint par le chômage, la précarité, les menaces de crise financière, de krach, comme on aurait dit dans les années 20. Donc on a un contexte quand même très très difficile qui projette cette génération dans des situations inédites, à savoir un chômage de masse qui touche aujourd'hui non seulement les jeunes les moins armés scolairement, les non diplômés, mais aussi les diplômés. Je dis souvent que le phénomène inquiétant, c'est pas le constat que les jeunes non diplômés sont plus précaires que les autres. Le constat alarmant, c'est de constater que le taux de chômage des diplômés a été multiplié par 3 en l'espace de 15 ans. Même si on part évidemment de chiffres bas, donc on reste quand même à des chiffres de 9-10% de jeunes diplômés sans emploi, mais c'est évidemment 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Et quelles sont les différences majeures avec les générations précédentes? Parce que chaque génération a eu ses sacrifiés. Je crois que le temps de la jeunesse, c'est le temps de l'apprentissage, des expérimentations. C'est le temps où on pense évidemment à construire sa vie le mieux possible. Alors il est évident que toutes les catégories de jeunes ne sont pas à égalité de ce point de vue-là. Il est évident qu'un bagage scolaire conséquent vous préserve quand même mieux que l'absence de bagage. Mais si on regarde les choses sur le plan macroéconomique, on s'aperçoit par exemple qu'en cas de crise économique majeure, on en a connu 2 en un siècle, la crise de 1929-1931 pour nous, la France, et puis la crise de 2008-2009. Or, dans ces 2 crises-là, majeures, les plus touchés, les plus directement touchés sont les jeunes, parce qu'ils occupent précisément les statuts les plus précaires, les contrats de travail les moins assurés, donc les CDD, des missions d'intérim. Voilà, donc dans des grandes crises comme celle-là, la jeunesse est évidemment plus directement frappée que les autres générations. Alors, je crois que dans les décennies passées, mais il y a plus de 40 ans, il y a plus de 50 ans, quand nous étions au temps des catégories sociales, des classes sociales, comme on disait, chacun était sur sa ligne. Donc il y avait le monde ouvrier avec sa culture, ses trajectoires professionnelles, le monde bourgeois, même chose, le monde paysan, pareillement. Donc chacun était quand même assuré de trouver une place sur l'échelle sociale. Or aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est le développement de l'exclusion. Donc il n'y a malheureusement plus toujours possibilité d'être sur un barreau d'échelle. Il y en a qui sont tombés de l'échelle, qui sont tout en bas et pour lesquels l'avenir est incertain, voire impossible. Et donc, comme vous dites dans votre livre, cette jeunesse se tourne vers des extrêmes politiques, religieux. C'est une jeunesse qui est à ce point au banc de la société qu'elle en a d'abord
pleinement conscience et qu'elle ne peut supporter évidemment une absence de reconnaissance sociale, une perte d'identité. Donc elle se réfugie vers des solutions qui lui apparaissent des solutions alternatives. Bon, par exemple, une partie de la jeunesse, constituée de ceux que j'appelle les petits blancs, parce qu'effectivement ce sont plutôt des jeunes d'origine gauloise, dirait-on, alors dans un grand raccourci. Cette jeunesse-là est quand même plus accablée scolairement, professionnellement que les autres jeunesses, donc elle voit le Front National comme un recours, voilà, comme une alternative, plus que comme un corps idéologique qu'elle épouserait. Je crois que la jeunesse frontiste n'est pas une jeunesse idéologique. Nous ne sommes plus autant des idéologies. Voilà. Alors, évidemment, il y a ceux qui vont faire l'autre choix que j'évoque dans le livre, à savoir l'engagement djihadiste. Il est clair que là, nous avons aussi une population de jeunes qui est issue majoritairement de l'immigration maghrébine, qui est de confession musulmane, plus ou moins pratiquante. Le rapport à l'islam est un rapport un petit peu compliqué pour un certain nombre de ces jeunes, voilà, et qui voient évidemment dans le projet djihadiste un projet social, un projet d'insertion, un projet, je dirais même, d'héroïsation. Voilà. Devenez soldat, mort, vous deviendrez un martyr, martyr, vous entrez au paradis. Voilà, c'est une trajectoire, effectivement, à la fois de reconnaissance, voilà, et d'un avenir, assuré, voilà, dans le meilleur des paradis possibles. Et quand on parle de Nuit debout, on n'est pas du tout sur, j'imagine, cette jeunesse que vous décrivez. Alors, j'ai écarté Nuit debout de mon examen parce que, effectivement, il était possible de comparer les jeunes frontistes et les jeunes djihadistes parce qu'ils appartiennent majoritairement les uns et les autres aux catégories populaires et aux catégories les plus sinistrées d'un point de vue économique et social. Nuit debout, qui finalement est l'expression de l'anarchisme contemporain, Nuit debout, c'est effectivement davantage un choix de jeunes de milieu couche moyenne, voire couche favorisée, en tout cas milieu estudiantin, voilà, qui ont peut-être un rapport plus proche à l'idéologie que les autres jeunes que j'évoque dans mon livre, voilà, mais qui manifestent quelque part une même colère contre une société qui ne leur donne pas la place, contre une politique qui continue d'être une politique engluée dans toutes sortes d'affaires, une politique de professionnels. Donc il y a aussi une volonté de changer cet état de choses. Alors, dernière question, quelles sont les solutions pour que cette jeunesse qui se radicalise puisse enfin vivre normalement avec des projets d'avenir, se sortir de ce cercle vicieux de la radicalisation? Alors, je crois que là, les choses sont très simples, si l'on peut dire. Enfin, au niveau du discours, il y a les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Il se trouve que les mauvaises réponses sont celles qui sont actuellement mises en place par les pouvoirs publics, dont d'ailleurs certaines ont déjà sauté. Je pense notamment aux unités de prévention de la radicalisation dans les prisons, qui n'ont que quelques mois d'existence et que le garde des Sceaux vient de supprimer, constatant avec beaucoup de lucidité que l'idée de déradicaliser des jeunes très radicalisés était quand même pour le moins utopique, voilà. Et plus encore dans un milieu fermé comme celui de la prison. Donc, que reste-t-il comme réponse ? Il reste quand même la réponse pénale, donc c'est la sanction de ceux qui sont évidemment appréhendés, ne serait-ce que soupçonnés de passage à l'acte. On a eu plusieurs cas, notamment chez des très jeunes ces derniers mois, donc pour lesquels
on considère qu'il s'agit de faits suffisamment graves pour conduire aux peines les plus lourdes, donc des peines de prison. Mais on voit bien les limites d'un système qui finalement consiste simplement à mettre de côté un certain nombre de jeunes, dont on peut penser que non seulement ils ne sortiront pas moins radicalisés, mais que peut-être ils sortiront plus radicalisés au final. Voilà, alors la solution, elle est, je dirais, induite par le constat, puisque le problème est social, puisque le djihadisme français, de mon point de vue, est quand même largement le résultat de nos faillites familiales, scolaires, économiques, professionnelles, la réponse ne peut être qu'à ces niveaux-là. Donc, il faut réarmer les familles, l'école. Je crois que on parle de réarmement moral. Je pense qu'effectivement, il faut passer par l'éducation, une nouvelle éducation qui apprendra d'abord aux enfants à vivre les uns à côté des autres, sans violence, avec les valeurs qui permettent le vivre ensemble, la tolérance, la justice, le respect de l'autre, le règlement pacifique des conflits. Voilà, donc il faut bâtir d'urgence une nouvelle école avec ces valeurs qui deviennent finalement des valeurs impératives dans un contexte aujourd'hui. Et puis il faut évidemment très vite résoudre cette question de l'emploi des jeunes que 30 ans de gouvernement de gauche et de droite n'ont pas réussi à résoudre. Voilà. Mais pourtant, il faudra bien y arriver. On ne peut pas se satisfaire d'une situation qui laisse près du quart de la population active juvénile au bord du chemin. Voilà. Alors, le plus compliqué, c'est pour la jeunesse djihadiste actuelle, celle qui est déjà engagée. Voilà. Donc là, je pense que l'idée de déradicaliser dans des centres du même nom paraît bien illusoire. Ce que j'appelle le lavage de cerveau légal, qui consisterait à faire entrer dans la machine un individu très radicalisé pour qu'au bout du processus de lavage, il sorte complètement réconcilié avec sa société. C'est Orange Mécanique, là. Voilà. Donc ça, c'est un peu illusoire. En tout cas, je pense que c'est certainement pas la violence, certainement pas la répression qui va ramener ces jeunes vers un chemin. Alors d'ailleurs, quel chemin? C'est-à-dire, voilà des jeunes à qui on offre un projet de vie, et qui se voient sommés de réintégrer le giron de la société occidentale, qui est une société d'exclusion. Voilà. Donc on voit bien que c'est tout à fait illusoire d'espérer ramener ces jeunes vers des situations de non-violence si la société ne sort pas elle-même de cette violence qu'elle produit elle-même, qui s'appelle donc le chômage, la précarité, la dépendance financière, pratiquement à tous les étages de cette jeunesse. Monsieur Elfiz, merci. Merci.